Bien. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez correctement dans la salle? Bien. D'accord. Je félicite celles et ceux qui ont pris sur leur denier personnel le fait d'être présents aujourd'hui à cette manifestation. C'est la preuve d'un investissement et d'une réelle motivation. Alors, c'est toujours pour moi un plaisir de venir lors de ces manifestations pour évoquer avec vous l'actualité des réformes et de tout ce qui se passe dans le secteur de l'hôtellerie, restauration et du tourisme, puisque, comme vous le savez, je suis inspecteur général et j'ai en charge la totalité de ce secteur. Alors, ce que je me propose de faire avec vous au cours de ce petit exposé qui va durer moins d'une heure, et ensuite vous pourrez échanger et poser un certain nombre de questions. Surtout, ne vous retenez pas sur les questions. C'est d'abord de revenir sur le contexte dans lequel nous mettons en œuvre les formations dédiées à ces métiers de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Un contexte pour le moins fortement évolutif, mais dont les évolutions ne concernent pas seulement ce secteur d'activité ou encore les formations professionnelles, mais elles concernent l'ensemble de l'appareil de formation. J'ai eu l'occasion d'intervenir à plusieurs reprises avec vous, à d'autres moments, pour souligner que les principes directeurs de ces réformes sont puissants et en même temps, ils modifient non seulement la façon dont on pense les formations, qu'elles soient infra-bac ou post-baccalauréat, non seulement la façon dont on les pense, mais elles ont un impact sur le positionnement de chacun des acteurs, puisque peu ou prou, tous les acteurs du système sont amenés à être repositionnés. Alors, qu'il s'agisse de la réforme du baccalauréat, qui en fait a fondamentalement modifié l'architecture du lycée tel que nous le connaissions, un lycée qui fonctionnait concernant l'enseignement général à partir de séries, dont on sait qu'elles étaient le premier déterminant d'accès et de réussite dans l'enseignement supérieur. Alors, vous vous doutez bien que la disparition des séries dans l'enseignement général pose tout simplement la question de la régulation des flux vers l'enseignement supérieur, régulation des flux qui a donné lieu d'ailleurs à une mission dans laquelle je participe cette année pour voir dans quelle mesure ces éléments de régulation sont mis en œuvre et de quelle nature ils sont. Donc, que ce soit la réforme du lycée, du baccalauréat, la transformation de la voie professionnelle et aujourd'hui la réforme du lycée professionnel, ou encore la loi relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a eu des effets majeurs sur la façon dont on pense les certifications professionnelles, mais également les formations, ou encore la loi orientation et réussite des étudiants. Vous avez vu que la dernière annonce de la ministre de l'Enseignement supérieur concernait une forme de plateforme qui, en classe de seconde, permettrait aux élèves de pouvoir faire un certain nombre de choix concernant les enseignements de spécialité, des choix les plus objectifs possibles en ayant des informations relatives non seulement à la suite du parcours après le baccalauréat, mais en même temps aux éléments qui ont conduit à choisir tel ou tel type de formation. Alors, ces réformes, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, portent tout le signe d'un changement de paradigme, c'est-à-dire on sort d'une conception de la formation portée, identifiée comme la possibilité de doter un individu lors de sa formation initiale des compétences nécessaires pour se mouvoir à la fois dans l'appareil de formation ultérieure, mais également dans la société. On change le braquet et à partir du moment où on fait le constat que les mutations à la fois technologiques, sociétales, managériales, organisationnelles sont telles en termes d'effets, mais sont rapides en termes de mise en œuvre, il n'est dès lors plus possible de penser la formation complète d'un individu au cours de sa seule formation initiale. Il est dès lors nécessaire d'identifier la façon dont on va pouvoir construire des compétences tout au long de son existence. Et pour ce faire, je vais revenir sur un certain nombre d'effets qui sont produits ou qui sont recherchés. C'est-à-dire que derrière les constats, en d'autres termes, le pourquoi on réforme,
les constats que l'on fait en termes d'apprentissage, en termes de parcours, en termes de réussite, en termes d'insertion professionnelle, eh bien, il y a un certain nombre d'effets, c'est-à-dire le pourquoi en 2 mots, des effets qu'on entend produire à la fois sur ces parcours, sur ces apprentissages, mais également sur les pratiques professionnelles à quelque niveau que ce soit de la régulation du système. Alors, cette notion de parcours, j'en ai donné à différents moments une définition. Néanmoins, ce qui se joue, c'est une modification extrêmement significative, forte, des décisions qui avaient été prises à un moment donné pour construire le système éducatif français. Alors, vous savez qu'avant les années 60, l'organisation de l'enseignement était fondée sur des ordres d'enseignement très étanches, séparés, cloisonnés, et que la mise en système des institutions éducatives a nécessité de penser, de repenser la façon dont on allait cheminer à l'intérieur de ce système éducatif unifié, système de formation unifié, avec néanmoins un certain nombre de précautions qui tenaient à l'époque à la volonté de préserver le caractère élitaire, élitiste de l'enseignement secondaire et a fortiori de l'enseignement supérieur. Alors, dans le cadre de ces réformes, ce qui se joue aujourd'hui, c'est d'une part une perception de ce que l'on appelle l'orientation, c'est-à-dire cette capacité à doter les individus d'un certain nombre d'éléments qui vont leur permettre de faire des choix. Et il ne vous a pas échappé que au lycée et dans l'enseignement supérieur, de plus en plus de choix sont laissés à la discrétion des jeunes et de leurs familles, ce qui suppose bien évidemment que l'on s'organise pour mettre en place l'accompagnement. Donc vous avez compris à travers mon propos que lorsqu'on parle de parcours, on implique immédiatement la notion d'accompagnement. De quel accompagnement parle-t-on? Quels sont les contenus de cet accompagnement? Qui a en charge cet accompagnement? Et bien évidemment, quelles sont les compétences nécessaires pour le mettre en œuvre? Alors, cette conception de l'orientation, vous allez voir, elle se traduit dans des parcours singuliers. Le parcours étant tout simplement une déclinaison opérationnelle d'un concept très simple, c'est-à-dire que dans le cadre du cheminement d'un individu, l'étape N est nécessairement référée à son expérience passée, donc aux étapes antérieures, et elle prépare immanquablement les étapes ultérieures. Et dans ce cadre-là, l'une des questions qui est assez redoutable et qui est posée au système de formation dans son ensemble, c'est dans quelle mesure il est possible de capitaliser sur l'expérience, dans quelle mesure il est possible de conseiller à partir de cette expérience et de s'appuyer sur cette expérience. Vous vous doutez bien que là, la question de la traçabilité des parcours devient assez prégnante. C'est la raison pour laquelle, par exemple, la décision de la ministre de l'Enseignement supérieur, avec évidemment le ministère de l'Éducation nationale, de mettre en place des éléments d'information concernant le devenir des choix des élèves concernant les enseignements de spécialité, c'est tout simplement une forme de traçabilité des parcours. C'est-à-dire qu'on va donner des informations qui vont permettre de faire des choix raisonnés de ce point de vue. Alors, cette conception qui s'est mise en œuvre au milieu des années 80, elle embarque avec elle un élément extrêmement puissant, c'est-à-dire qu'on ne parle plus en matière d'orientation d'élèves. On ne parle plus d'étudiants, mais on parle d'individus. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce que l'on entend par là, c'est la capacité d'un individu à pouvoir gérer des transitions de vie. Alors, ces transitions, vous les connaissez dans l'enseignement scolaire et universitaire. C'est la transition qu'il peut y avoir entre l'école primaire et le collège, le lycée, les lycées d'enseignement supérieur. Mais les vraies transitions auxquelles il est fait référence ici, ce sont des transitions de vie, c'est-à-dire formation, emploi, chômage, arrêt d'activité, reprise d'études, retraite, bref, des transitions de vie qui vont nécessiter forcément de réfléchir à la façon dont on pense l'accompagnement, c'est-à-dire les ressources qui vont être mises à disposition des individus, qui vont devenir quelque part leur propre recours concernant le parcours. Et il est intéressant de noter que sur le registre des compétences européennes, il est demandé que l'individu identifie les compétences qu'il trouve essentielles à développer. C'est-à-dire que il y a quelque part une forme de transfert de responsabilité, c'est-à-dire que ce n'est plus l'institution qui identifie la totalité des compétences, c'est aussi un individu de faire un chemin qui va lui permettre d'identifier et de faire en sorte de travailler ses compétences. Donc, il y a un programme qui est aujourd'hui développé par l'ONICEP, un très très gros programme qui vise à conscientiser
en quelque sorte, l'expérience des individus pour faire en sorte que, à partir des éléments d'expérience, ils puissent développer une capacité à pouvoir faire des choix et à décider en pleine connaissance de cause, c'est-à-dire réduire, en quelque sorte, la dimension subjective des choix qu'il est amené à faire. Mais vous vous doutez bien que dans ce contexte, la question de la réversibilité devient prégnante. Quand je parle de réversibilité, ça veut tout simplement dire que les choix qui sont faits à un moment donné doivent pouvoir être revus à d'autres moments, et dès lors, c'est l'ensemble du système qui est interrogé, puisqu'il a été conçu initialement dans le cadre de parcours, et je pense notamment à l'enseignement scolaire, il a été pensé dans le cadre de parcours linéaires. Et d'ailleurs, toute granulosité dans le parcours linéaire, sous-entendu un échec, un redoublement, était perçu effectivement comme une difficulté et avait des conséquences assez redoutables sur la suite du parcours. Or, aujourd'hui, il suffit de regarder ce qui se passe dans l'enseignement supérieur, dans les premiers cycles de l'enseignement supérieur, pour se rendre compte que ce qui était autrefois perçu comme un élément de rupture, une difficulté d'orientation, une erreur de trajectoire, parce qu'il y avait un changement de cette trajectoire, est de moins en moins appréhendé comme une erreur, comme une faute, comme une difficulté en matière d'orientation, et davantage pensé, PEN, comme la trace de la maturation d'un projet qui se construit. En d'autres termes, on accepte, et sur le plan culturel c'est important, on accepte que le parcours ne soit pas linéaire. Et ce que l'on observe aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, c'est effectivement que les populations qui sont quantitativement les plus importantes aujourd'hui, qui augmentent en termes d'augmentation, qui sont les plus importantes, ce sont effectivement les reprises d'études et les réorientations de ce point de vue. Lorsqu'on parle de reprise d'études et de réorientation, vous, vous doutez bien qu'il faut que l'appareil de formation soit en mesure de s'organiser pour apprendre et accueillir, accompagner des publics qui ne sont pas forcément les publics auxquels le système était préparé initialement. Donc, une conception de l'orientation qui est fondamentalement différente, mais qui rentre en conflit avec la façon dont on l'a pensé en France. En France, le choix qui a été fait est un choix qui est quand même, somme toute, assez symbolique, c'est qu'on a fait le choix de répartir à l'âge de 14-15 ans la totalité d'une génération de jeunes entre 3 voies de formation. La voie générale, la voie technologique et la voie professionnelle. Or, ce choix a bien évidemment des effets quant à la suite du parcours. La probabilité pour qu'un jeune qui intègre l'enseignement professionnel, sa probabilité d'intégrer une licence ou une classe prépa est extrêmement faible. Tout simplement parce que le parcours qu'il aura suivi au cours de son cycle, second cycle de l'enseignement secondaire, ne l'aura pas forcément préparé à ce type de poursuite d'études. Donc, un choix qui a été fait en France de répartir, de réguler les flux à travers 3 voies de formation très tôt dans le parcours, et bien évidemment des constats qui nous conduisent aujourd'hui à devoir gérer un certain nombre de difficultés concernant la poursuite d'études. Ces difficultés, vous allez les voir, et j'y reviendrai tout à l'heure, apparaissent clairement lorsque le président de la République évoque la question de l'enseignement professionnel et qu'il dit explicitement « nous ne sommes pas au rendez-vous de la promesse républicaine ». Je rappelle que cette promesse républicaine, c'était de dire « vous nous donnez 18 années de votre vie et nous vous assurons une place dans la société ». À partir du moment où un certain nombre de jeunes ne vivent pas cette promesse, il est impératif pour nous, pour le système, de reconsidérer ces parcours, de reconsidérer la façon dont on accompagne ces jeunes, et notamment les plus fragiles, pour permettre qu'ils aient effectivement une espérance de s'insérer correctement dans des parcours de réussite et à terme dans la société. Alors ça, c'est pour la question de l'orientation, je le fais simple parce que le propos n'est pas au centre là. Mais au cours des dernières années, et à la faveur des évolutions du monde des adultes, je rappelle quand même que ces éléments d'évolution sont nés d'un constat simple à la fin des années 90, d'une difficulté à entrevoir les mobilités professionnelles et culturelles des adultes. Donc c'est bien du monde du travail que nous tirons ces inflexions qui ont été demandées par l'Union européenne à l'époque, c'est-à-dire dans un premier temps
d'infléchir, de procéder à une inflexion de l'appareil de formation et de faire en sorte qu'on soit moins sur la sommation des connaissances qui était je veux dire, la caractéristique de la France notamment, c'est-à-dire des disciplines que l'on développait tout au long d'un parcours, et évidemment une sommation des connaissances qui trouvait son terme dans l'accès à l'enseignement supérieur à travers le premier grade universitaire qui est le baccalauréat général. Mais de changer cette conception pour faire en sorte qu'on s'attache davantage à identifier la capacité des jeunes et des individus à mobiliser des savoirs et ce type de capacité dans des situations de travail, bien évidemment, mais des situations complexes qui renvoient tout simplement à des situations d'interaction d'un individu avec son environnement. Alors, c'est la notion de compétence qui est apparue. Cette notion de compétence, pour moi, je ne vais pas vous en donner les multiples définitions, mais elle a un certain nombre de caractéristiques. La première caractéristique, c'est qu'elle est située, c'est-à-dire qu'elle va se donner à voir dans une situation bien précise. En d'autres termes, la compétence chez un individu, c'est sa capacité à mobiliser un ensemble de ressources dans une situation identifiée pour laquelle on a passé commande et de façon autonome, l'individu va devoir remplir cette mission et c'est en fait le produit de son action qui va être évalué et à travers l'évaluation de ce produit, par inférence, on dira s'il est compétent ou pas. Donc en d'autres termes, la compétence en elle-même ne se donne pas à voir. On ne sait pas comment l'individu mobilise en situation concrète l'ensemble de ressources dont il dispose. En revanche, dans ces dispositions et dans ces ressources dont il dispose, il y a un certain nombre d'éléments, dont les capacités. Et les capacités, elles, ont une autre difficulté pour nous, elles se donnent difficilement à être évaluées. Par exemple, savoir lire, c'est une capacité difficile de dire que l'on sait lire. Entre savoir lire un graphique, une œuvre littéraire, une bande dessinée ou savoir lire à 50 mètres de hauteur, vous vous doutez bien que c'est par l'apprentissage de la multiplicité des expériences qu'on pourra dire à terme « je sais lire ». Alors, on va rechercher du côté des capacités à multiplier ces expériences différentes, alors qu'on va chercher au contraire, pour la compétence, à essayer de resserrer pour éviter de modifier l'ensemble du paradigme, à travailler sur des familles de situations qui sont relativement proches des autres. Donc cette approche par compétence, aujourd'hui, elle irrigue l'ensemble de l'appareil de formation. C'est important de le noter parce que quand on parle de compétence, l'une des caractéristiques, sauf à considérer que la compétence ne s'acquiert que dans l'appareil de formation, on est bien obligé de reconnaître que ces compétences s'acquièrent également ailleurs, dans l'entreprise, s'acquiert dans le monde associatif, ça sert dans le monde familial, et on voit bien que du coup, ce qui va être au cœur du recteur, c'est comment certifier, qui va certifier, comment certifier ces compétences acquises, pas nécessairement dans l'appareil de formation. Et là, je vais revenir sur l'un des outils qui est utilisé, c'est la question des blocs de compétences. Évidemment, les blocs de compétences ont vocation précisément à faire parler les différents systèmes de certification, et la VAE, qui est le dernier outil qui a été mis en œuvre, notamment la VAE et l'expérimentation de VAE inversée, qui sont des éléments extrêmement importants, significatifs de cette façon dont on envisage aujourd'hui la formation dans son ensemble. Donc, cette approche par compétence gagne l'ensemble de l'appareil de formation. À titre d'exemple, regardez ce qui se passe pour les licences à l'université, une licence générale autrefois. On ne parlait que de poursuite d'études. Aujourd'hui, non seulement la licence, quelle qu'elle soit, a une double finalité, poursuite d'études et insertion professionnelle, mais en plus, elle est construite à partir de savoir, de connaissances, de compétences. Elle est construite en blocs de compétences, tout simplement parce que les blocs de compétences vont donner la légitimité à ces certifications pour pouvoir être enregistrées au référentiel national des certifications professionnelles. Dès lors, c'est l'ensemble du dispositif qui est intéressant à noter et dans lequel nous nous inscrivons aujourd'hui, puisque je vais évoquer tout à l'heure l'actualité des rénovations des diplômes du secteur de l'hôtellerie-restauration et du tourisme. Donc, un changement radical concernant la conception que l'on a
de l'orientation aujourd'hui en termes de parcours, mais qui se heurte à un fonctionnement néanmoins traditionnel, ancien, qui est un fonctionnement par couperet, par 2 paliers d'orientation en troisième et en seconde, 2 paliers d'orientation, il ne vous aura pas échappé, où c'est les 2 moments où c'est l'institution qui choisit à la place des jeunes, même si la demande est exprimée par les jeunes et familles, ce sont des décisions qui sont prises par l'institution, par les chefs d'établissement, en l'occurrence sur avis des conseils de classe. La suite, plus aucune décision d'orientation, la suite du parcours va se faire à partir de choix qui seront opérés par le jeune et sa famille. Vous doutez bien que dans ce cadre-là, la question du genre, la question des inégalités territoriales sont des problématiques qui vont s'inviter assez rapidement et que ce qui va se poser comme interrogation pour nous dans les réformes et dans la mise en œuvre de ces évolutions, c'est de penser l'accompagnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ces jeunes, puisqu'on a montré dans le rapport thématique qui a été remis aux différents ministres en 2021, l'orientation de la 4e master, que le premier prescripteur en matière d'orientation et d'insertion professionnelle reste la famille. Et quand on dit que c'est la famille qui a le poids déterminant en matière de construction des parcours, vous doutez bien que ça embarque avec tous les éléments de déterminisme qu'on peut y trouver. Alors, derrière ce changement et cette approche par compétences, se joue aujourd'hui, à travers les blocs de compétences, une volonté de réduire le nombre de certifications, de les articuler les unes entre les autres, de faire en sorte d'identifier des éléments de complémentarité pour que, tout simplement, la notion de parcours existe, puisque l'une des caractéristiques de la notion de parcours, c'est d'embarquer avec elle un décloisonnement à la fois spatial, d'accord, et également temporel. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que la formation initiale, il y a tout au long du parcours d'un individu cette capacité à construire un ensemble de compétences et voir dans quelle mesure tout ceci peut être complémentaire, sachant que s'invite également dans le registre, sur le registre, un certain type de compétences. On parle de soft skills, on parle de compétences psychosociales. Je vous dis d'ailleurs que je pilote une mission sur les compétences psychosociales dans la voie professionnelle, avec un rapport qui devrait être remis à la ministre en février-mars l'année prochaine. Donc c'est bien qu'il y a une interrogation autour de quelle complémentarité entre des compétences techniques qui étaient autrefois extrêmement mises en avant dans les formations professionnelles, et des compétences qui sont d'une autre nature, qui sont tout à la fois des éléments qui vont permettre aux jeunes les plus vulnérables, et c'est notamment le cas dans la voie professionnelle pour les élèves qui y sont accueillis, de résister, d'être résilients et de pouvoir se projeter dans des parcours de réussite. Donc, dans quelle mesure ces compétences psychosociales peuvent être un moyen de lutter contre ces vulnérabilités, mais également un moyen pour permettre de faire évoluer des pratiques pédagogiques dont on sait qu'elles doivent s'attacher à la fois à prendre en compte les différents temps du jeune, c'est-à-dire il y a le temps dans la classe, il y a le temps dans l'établissement, il y a le temps en période de formation professionnelle, il y a des différents temps, et pour le jeune, lui, ces différents temps ne font qu'un. Donc dans quelle mesure l'accompagnement que nous mettons en place va perdurer au-delà de la classe en tant que telle. Vous voyez bien que c'est la continuité pédagogique et éducative à laquelle je fais référence. Alors, ces éléments arrivent dans un contexte pour nous très particulier. Là, je vous ai mis en quelque sorte, mis un tableau des effectifs comparatif entre 2018 et 2022 sur l'ensemble des certifications et des diplômes que je pilote, donc dans le secteur de l'hôtellerie, restauration et du tourisme. Le constat que l'on fait, c'est qu'entre 2018 et 2022, nous perdons à peu près 5% des effectifs. Alors, je rappelle quand même que cette période, nous avons vu la question de la crise sanitaire qui s'est invitée, mais pas seulement. Au cours de cette période, nous avons perdu, dans le secteur tout confondu, 7000 élèves. Ces 7000 élèves, en fait, ont été compensés par un transfert du SCO à l'apprentissage d'environ 3000 élèves. D'accord ? Donc une perte sèche, globalement, de 4000 élèves. Mais cette tendance baissière globale n'est pas de même nature selon les certifications. La plupart d'entre elles voient leurs effectifs diminuer, mais 2 d'entre elles, notamment, voient les effectifs chuter.
Ce sont les 2 baccalauréats professionnels. Donc cuisine et services qui perdent régulièrement plus de 30%, voire 40% pour la cuisine, des effectifs, ce qui est colossal. Alors cette perte des effectifs, elle concerne quasi exclusivement les formations sous statut scolaire. Ce qui est très ennuyeux, c'est que les formations sous statut scolaire représentent 90% de l'offre. Donc vous doutez bien que dans ce contexte-là, il faut qu'on recherche, et on recherche actuellement avec la profession, puisque hier, j'ai présenté devant les représentants des différentes professions, de l'alimentation et de l'hôtellerie et la restauration, évidemment les enjeux que recouvre une nécessaire refonte des 2 baccalauréats professionnels. Cette refonte va être engagée avec une première note d'opportunité en décembre, dans quelques semaines. Elle sera présentée par, normalement, Thierry Marx concernant cette note d'opportunité. Mais en même temps, vous voyez que l'horizon de mise en œuvre, ou plus exactement la sortie de la première cohorte de bacheliers professionnels nouvelle génération, c'est pas avant 5 ans. Or, entre-temps, il y a non seulement des évolutions qui touchent au comportement des jeunes sur lesquels je vais revenir, mais qui touchent aux attentes des professionnels qui évoluent et à des modes de diversification qui n'ont plus rien à voir, qui sont tellement diversifiés qu'il nous faut penser des formations en lien avec ces évolutions dans leur ensemble. Donc, un constat qui est somme toute inquiétant, parce que on a l'habitude que les formations dédiées aux métiers de salle, aux métiers de service, peinent à recruter, elles sont confrontées à un déficit d'image, ça n'est pas nouveau. Et d'ailleurs, on le voit dans l'évolution. C'est-à-dire que, d'une part, il y a une chute importante concernant les formations sous statut scolaire, mais il n'y a pas de gain concernant l'apprentissage. On reste à l'étal, à l'unité près. Or, entre 2018 et 2022, nous sommes passés de 275 CFA à près de 500. C'est-à-dire, malgré une multiplication des endroits de formation en apprentissage, nous n'observons pas une augmentation significative de l'apprentissage dans notre secteur d'activité. Ce qui est contre-intuitif pour la profession qui développe essentiellement un regard sur les formations d'apprentissage. Évidemment, quand vous regardez le secteur de la cuisine, vous êtes passé, je ne sais plus les têtes, vous êtes passé de 1300 à 2300, vous avez l'impression que vous avez un flux, une augmentation, un accroissement des effectifs. Sauf que dans le même temps, vous avez une perte sèche très forte du côté de l'enseignement scolaire. Or, les deux types de formations, évidemment, ont vocation à alimenter les besoins des entreprises à ce niveau. Donc, de véritables enjeux autour de l'attractivité de ces formations, mais qui interviennent dans un contexte bien particulier. J'avais eu l'occasion d'intervenir devant vous les années précédentes concernant la transformation de la voie professionnelle. Mission à laquelle j'avais participé, et lors des auditions des branches professionnelles, nous avions audité 80 branches professionnelles, ce qui avait été remarquable au sens premier du terme, c'est-à-dire clairement identifiable, c'était la convergence, l'unité du discours des branches professionnelles, autour de 3 grands thèmes. Le premier thème était la difficulté pour les branches professionnelles de recruter, d'attirer les jeunes vers les métiers. Vous doutez bien que la crise sanitaire n'a pas arrangé les choses. Nous sommes toujours devant une difficulté très forte pour ces entreprises pour recruter. Donc, mais il y avait un discours extrêmement convergent et au-delà même de la différence et des caractéristiques spécifiques des branches professionnelles elles-mêmes, entre évidemment le secteur du luxe, l'aéronautique, l'hôtellerie-restauration ou le transport. Vous doutez bien que nous ne sommes pas sur les mêmes difficultés en termes de recrutement, y compris dans certains cas où vous avez, pour l'aéronautique, vous avez des centres de formation. C'est-à-dire que quand bien même
les branches professionnelles ou les secteurs économiques bénéficient de leurs propres outils de formation, ils constataient à l'époque qu'ils avaient énormément de difficultés à attirer les jeunes dans leur métier. Sachant que du côté de l'hôtellerie-restauration, nous avons une autre difficulté, c'est que même si c'est un gros poumon de l'économie française, c'est quand même un géant au pied d'argile, puisqu'il emploie de très nombreux jeunes, que les jeunes qui l'emploient ont pour beaucoup d'entre eux jamais mis les pieds dans des écoles hôtelières. Mais surtout, ce secteur est confronté à un problème de fidélisation de sa main-d'œuvre, c'est-à-dire les jeunes quittent assez rapidement le secteur, même s'ils ont. Donc on s'insère facilement, mais on quitte assez facilement le secteur. Donc le constat qui a été fait par l'ensemble des branches professionnelles, c'est une difficulté à recruter, à attirer des jeunes, qu'elles aient ou non un appareil de formation idoine pour ce faire. Le deuxième constat était une critique forte, unanime, autour des diplômes délivrés. C'est-à-dire, en d'autres termes, la critique avait cette forme-là. On ne retrouve pas dans les diplômes que vous délivrez, alors ça s'adresse aux différents ministères, mais le premier ministère certificateur est l'Éducation nationale, donc on en prenait pour nous notre part. On ne retrouve pas dans les diplômes que vous délivrez les compétences qu'ils sont censés certifier. En d'autres termes, vous diplômez beaucoup, vous ne certifiez pas beaucoup. Tout ceci s'est fait à un moment, je le rappelle, lorsque c'était le travail sur la réflexion du rapport Calvez-Marcon, au moment où se travaillait la loi relative à la liberté de choisir son avenir professionnel en 2018. Donc ça n'est pas anodin que le législateur ait vraiment travaillé sur cette question de la construction des diplômes, et que les CPC ont depuis fortement évolué, puisqu'elles ont été placées au niveau interministériel, et que lorsque nous abordons les rénovations de nos diplômes, nous sommes devant un parterre de représentants. Je rappelle que les commissions professionnelles consultatives recueillent l'avis de professionnels, représentants du patronat, des salariés, les syndicats, les différents ministères, et que c'est dans ce contexte-là que se construisent les diplômes. Quand je dis se construisent les diplômes, c'est-à-dire qu'on va soit en créer, soit en supprimer, c'est beaucoup plus rare d'en supprimer, soit amender tel ou tel diplôme. Je reviendrai sur la façon dont on construit les diplômes professionnels, parce que ça a une incidence directe sur ce que je vais dire ensuite. Donc, ça n'est pas anodin que face à une critique assez unanime, on ne retrouve pas les compétences que les diplômes sont censés certifier. Il n'est pas anodin que le législateur ait souhaité faire évoluer la façon dont on construit les diplômes professionnels en France, et c'est ce qui a été fait dans le cadre de la loi de 2018. La troisième critique concernait le rapport, c'est-à-dire la façon de parler aux jeunes à l'époque. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, ils disaient tous, nous ne savons pas parler à la génération Y, nous ne savons pas comment leur parler. Ça tombe bien parce que nous non plus. En d'autres termes, une génération qui entretient un rapport au savoir, un rapport à l'autorité, un rapport à la formation, un rapport à la vie tout simplement, fortement différent de celui qui est le nôtre, celui qui est le monde adulte. Et vous doutez bien que la crise sanitaire a amplifié cette question à travers la question du sens. Elle est venue greffer. On sentait bien avant la crise sanitaire que la question du sens commençait à tarauder beaucoup de jeunes, beaucoup d'adultes, et qu'elle est devenue extrêmement prégnante au sortir de la crise sanitaire. C'est-à-dire on s'est recentré sur des considérations. Quel sens je donne à mon activité professionnelle? Quel sens je donne à ma trajectoire dans l'appareil de formation? Et vous commencez à voir dans l'enseignement, lorsqu'on est allé auditionner les jeunes dans l'enseignement supérieur, on a commencé à avoir des comportements un petit peu différents. En termes de capacité, on peut peut-être les aborder de la façon suivante, c'est-à-dire que les jeunes nous disaient j'ai les moyens de faire une classe préparatoire, j'ai les moyens de faire ce type de formation, mais je n'en ai pas envie. J'ai envie de préserver
Hein, à la fois mes considérations sociales, c'est-à-dire que j'ai des relations sociales, je fais du sport, donc je n'ai pas envie de tout miser sur la formation, je préfère faire une formation moins prégnante, mais qui me permette de concilier d'autres dimensions, c'est-à-dire que le rapport qu'ils entretiennent aux études n'est pas simplement un rapport d'investissement, c'est aussi... Ça rentre aussi dans le cadre d'un arbitrage dans lequel viennent s'inviter des considérations qui ne sont pas forcément directement liées avec la formation. C'est important à concevoir puisque tout l'appareil de formation est conçu sur plusieurs idées, dont une, si vous faites un choix, d'abord, vous êtes en mesure de faire un choix très jeune, ça c'est pas une première question qu'on doit interroger. Est-ce qu'on est réellement en mesure de faire un choix en zone d'incertitude quand on est très jeune? J'ai la faiblesse de penser que non. Mais lorsqu'on fait ce choix, qui est souvent rédhibitoire, souvent qui engage, alors il faut le faire en connaissance de cause. Mais dans le cadre de ces choix, on voit bien qu'un certain nombre de considérations viennent parasiter l'idée qu'on se faisait, donc je suis très bon élève, alors je vais donc choisir la formation qui est la plus prestigieuse. Or, je viens de piloter un rapport dont je ne peux pas donner les termes du rapport, vous vous doutez bien, il est dans le dernier circuit de décision pour arriver sur le bureau du ministre, concernant la série STMG. Sur la série STMG, pour faire simple, au lycée, à la faveur de la réforme du lycée, on a fait le constat, à la rentrée 2022, d'une extrêmement forte explosion des effectifs en STMG. Et donc, le ministre a chargé l'inspection générale de conduire une expertise sur ça, pour savoir ce qui s'était passé, et puis pour identifier évidemment des éléments d'évolution qui vont permettre de revenir à une situation à peu près normale. Pourquoi ? Il y a 3-4 ans, le ministère a signé une convention, un accord cadre avec les collectivités territoriales visant à développer, et il y avait l'idée de réindustrialisation du pays, l'idée de promouvoir l'enseignement technologique en France. On a fait le choix en France, ça n'a pas été le cas dans tous les pays européens, la grande majorité des... Enfin, la plupart des pays ont fait le choix de 2 voies de formation, la voie générale et la voie professionnelle. Nous avons fait le choix, mais nous ne sommes pas les seuls, nous avons fait le choix de 3 voies de formation, dont 2, la voie technologique et la voie professionnelle, sont aujourd'hui interrogées dans leur finalité. Mais l'idée, donc, c'était de voir dans quelle mesure il était possible de promouvoir l'enseignement technologique, et notamment industriel, et de limiter fortement, voire de réduire assez fortement les volumes des jeunes qui étaient en STMG. Le résultat, 4 ans plus tard, 30 000 élèves supplémentaires en STMG. Donc, manifestement, les éléments de régulation n'ont pas fonctionné. Pourquoi ? Alors, je ne peux pas vous donner tous les éléments du rapport, c'est évident, mais il y a une raison en particulier. Il y en a 2, enfin, il y en a plusieurs, mais il y a un effet que l'on observe assez fortement aujourd'hui. Et ça renvoie à ce que je viens de dire précédemment concernant le comportement des jeunes. C'est que jusqu'à présent, l'orientation à STMG se faisait très nettement, soit parce qu'on avait un projet sérieux, en phase avec la nature des enseignements, mercatique, éco, droit et des formations supérieures qui étaient possibles d'atteindre. Donc il y avait un projet, il y avait une cohérence entre le profil des élèves et les dimensions programmatiques de ces formations de STMG. Soit par défaut, c'est-à-dire qu'en conseil de classe, on estimait que l'élève n'avait pas forcément le niveau, et comme STMG, en termes de maillage du territoire, est présente dans près de 60% des établissements en France, et STI2D, à titre de comparaison, c'est 20%. Donc vous vous doutez bien que STMG, il y en a à peu près partout. Il était assez facile, en termes de conséquences pour un conseil de classe, de proposer une décision d'orientation à STMG. Donc, des orientations, souvent par défaut, sur ce registre. Or, nous observons de plus en plus des orientations demandées par les bons élèves.
C'est-à-dire qu'un certain nombre d'élèves, à la faveur de la réforme du lycée, ont fait le choix de dire, puisque nous n'arrivons pas trop à comprendre le fonctionnement du lycée général, nous allons, en revanche, avec l'identité d'une série technologique qui ressemble à l'enseignement général, STMG est perçu comme la voie générale dans l'enseignement technologique. Donc derrière une série technologique qui ressemble à l'enseignement général, qui est présente un peu partout, c'est-à-dire qui nous évite de changer d'établissement en fin de seconde, nous avons la possibilité d'obtenir un bac, éventuellement une mention, et de réussir dans l'enseignement supérieur. Donc nous avons de plus en plus de bons élèves qui font ce choix, stratèges. On les appelle, nous, au niveau de l'inspection générale, les stratèges. Donc c'est bien la marque d'un changement de comportement de ces jeunes au lycée. Et il y en a d'autres, mais sur lesquels je ne pourrais pas revenir. Donc, je synthétise. Donc, trois remarques. L'une qui concerne la question de l'attractivité qui n'a pas évolué et à laquelle la réforme du lycée professionnel entend répondre. En quoi les formations professionnelles qui sont délivrées dans nos établissements sont en mesure de répondre aux attentes du monde économique, sont en lien et en phase avec les évolutions de ce monde économique, tout en sachant que le choix qui a été fait en France dans les années 30 du siècle dernier, c'est un choix où on a vu la mise en œuvre d'une formation méthodique et complète, sous-entendu, elle est méthodique parce qu'elle suit comme une forme de didactique un séquençage bien précis, mais elle est complète parce qu'elle embrasse d'autres dimensions que le seul apprentissage à un métier. En d'autres termes, c'est par le travail que l'on va percevoir l'individu et le citoyen, ou la femme et la citoyenne. C'est-à-dire, en d'autres termes, les finalités sont des finalités qui dépassent l'apprentissage d'un métier. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en France, on parle d'enseignement professionnel sous statut scolaire, non pas de formation professionnelle. Et cette dimension éducative ne devant pas être perdue de vue parce qu'il y a évidemment le citoyen, il y a un certain nombre de valeurs qui font le ciment, tout simplement, de la nation. Alors derrière et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on a parlé de transformation de la voie professionnelle en 2018, parce qu'il s'agissait de faire muter ce choix et non pas de le réformer, de revenir à une formation, donc de muter ce choix en tenant compte bien évidemment d'évolution et notamment de l'une, c'est-à-dire que les jeunes ont beaucoup de mal dans ce mode de fonctionnement à faire le lien entre l'enseignement général, l'enseignement professionnel et les périodes de formation en milieu professionnel. Donc il était important que l'on demande aux disciplines d'identifier leur contribution explicite au développement d'un certain nombre de compétences qui ont été évoquées dans le cadre du rapport. Alors, ces éléments, vous dites bien, sont assez prégnants aujourd'hui parce qu'ils nous conduisent à entrevoir la formation dans un contexte un petit peu nouveau. Pourquoi nouveau ? Tout simplement parce que je viens d'évoquer le rapport des jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs, au monde, et que les dimensions sociétales, la question du développement durable, la question du respect des autres, la volonté de lutter contre le gaspillage, va avoir un impact majeur sur le choix que vont faire les jeunes et les moins jeunes quant à leur formation. Mais c'est aussi une façon pour l'appareil de formation de préparer des citoyens et citoyennes de demain. C'est-à-dire en les préparant, en les initiant à des dimensions qui sont aujourd'hui prégnantes, qui touchent au dérèglement climatique, à un certain nombre d'éléments forts que vous écoutez, vous entendez aujourd'hui sur le plan médiatique, eh bien, il eût été anormal que ce soit absent des formations que nous délivrons dans l'appareil, dans nos lycées professionnels et dans nos CFA. C'est la raison pour laquelle, saisi par différents acteurs, parce que lorsque je vous l'ai dit, il n'y avait pas que le groupe de l'agriculture, il y avait le ministère de la Solidarité et de la Santé, et puis évidemment le Conseil national de la restauration collective. Saisi par ces différents acteurs, on m'a demandé d'introduire ces dimensions dans les certifications professionnelles dédiées à la restauration. Alors, le choix que j'ai fait est un choix stratégique, et je remercie celles et ceux qui ont travaillé, notamment Jérôme Musard qui a travaillé sur ce document.
Le choix qui a été fait, c'est dans un premier temps de construire un guide d'accompagnement pédagogique autour de cette question assez essentielle, c'est former les cuisiniers de demain aux enjeux d'une alimentation durable. Ça a été le premier élément de stratégie que j'ai choisi. Ce guide a été conçu sur un travail interministériel et présenté en CPC. Je l'ai présenté en CPC, il a reçu un avis extrêmement favorable par la CPC. Et ensuite, dans un deuxième temps, j'ai demandé à ce qu'on intègre ce guide en termes de compétences et de savoir dans toutes les certifications dédiées à la restauration. Mais pas seulement les cuisiniers, aussi les certifications dédiées au personnel de service. En d'autres termes, vous avez 4 diplômes, 4 certifications qui ont fait l'objet de ce travail, les 2 CAP, cuisine et service, et évidemment les 2 brevets professionnels qui sont derrière, qui ont permis d'entrée de jeu d'être les premières certifications à être réformées de ce point de vue. Donc ça, c'est un travail. Donc premier élément, c'est que les évolutions qui affectent nos formations vont prendre en compte des évolutions sociétales. Elles ne sont pas techniques, celles-là, elles sont sociétales. C'est-à-dire que l'idée, c'est bien de structurer un acteur économique conscient des responsabilités qui sont les siennes sur son environnement, sur le monde et sur ses contemporains. En d'autres termes, vous voyez bien que c'est à travers... ce sont des compétences, entre guillemets, que je qualifierais d'éthique, qui vont nourrir toutes les certifications qui seront rénovées. À chaque fois, il y aura ce système. Alors, je vous ai mis ce qui a changé fondamentalement, c'est... je voulais simplement signifier là-dessus l'introduction de nouvelles compétences et de savoirs associés à partir de préconisations du GAP. Comme je l'ai dit, le travail a consisté à partir de ce document qui a été rédigé, d'identifier les compétences nécessaires pour développer cette approche d'une alimentation durable. Derrière, vous avez les éléments sur lesquels je ne vais pas forcément intervenir, mais à l'arrivée, il n'y a pas de modification de l'épreuve en tant que telle. Ce n'est pas ce dont il s'agit. Pourquoi nous agissons ainsi ? C'est que tout ce qui n'est pas dans le référentiel est à côté par définition. Alors évidemment, nombre d'enseignants n'ont pas attendu ce guide pour travailler déjà ces éléments. Ils le font déjà. Donc il s'agit pour eux tout simplement d'une reconnaissance, que leur travail allait dans le bon sens, puisqu'aujourd'hui il est officiellement reconnu dans le cadre des référentiels. Et puis pour les autres, c'est de les amener à désormais prendre en compte ces interrogations. J'utilise comme cuisinier un certain nombre de techniques. Est-ce qu'elles sont éco-développement durable ? Est-ce qu'elles interrogent ? Et si oui, elles interrogent de quelle manière ? Est-ce que la façon dont je transforme les produits, est-ce que la façon dont je m'approvisionne, est-ce que ça rentre dans le cadre d'une démarche éthique de ce point de vue ? Eh bien, ce sont des questionnements qui sont suscités à travers ces évolutions des référentiels et qui participent de la construction d'un esprit qui soit respectueux de l'environnement. Ça, c'est le premier type d'implication, d'inflexion qui vont noter. C'est-à-dire tout ce qui concerne des considérations que vous entendez, climatiques et autres, vont intégrer toutes les certifications. D'accord ? Donc on est bien sur des acteurs responsables, pas seulement sur des praticiens, mais sur des praticiens citoyens. Deuxième type de mutation des formations et des certifications, c'est en quoi elles répondent aux évolutions actuelles et du monde économique et des secteurs d'activité pour lesquels elles se destinent. Alors là, je voudrais revenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la façon dont on construit un diplôme professionnel en France. La première étape de la construction d'un diplôme professionnel, c'est ce qu'on appelle la note d'opportunité. Cette note d'opportunité, elle est réalisée par la profession elle-même. Ça sous-entend que la profession soit cohérente dans sa
dans ses constats, c'est-à-dire que la note soit suffisamment exhaustive. Ça n'est pas toujours le cas, c'est la raison pour laquelle il y a une réflexion du côté du ministère Grandjean pour faire en sorte que cette question des notes d'opportunité soit un peu professionnalisée pour qu'on ait effectivement des éléments stabilisés qui nous permettent de dire est-ce qu'il faut faire évoluer une certification, en créer une, en supprimer une, ou au contraire identifier une autre modalité, c'est-à-dire que la note d'opportunité peut très bien conclure à ce que plutôt qu'un diplôme, on développe un titre ou un CQP. C'est-à-dire, en d'autres termes, on va aller rechercher les correspondances, mais je y reviendrai tout à l'heure. Donc ça, c'est le travail qui est fait au niveau de la note d'opportunité. Après la note d'opportunité, la première brique de construction du diplôme va être ce qu'on appelle le référentiel d'activité professionnelle, qui est en fait le recensement des activités qui vont être confiées aux détenteurs de tel et tel type de diplôme. Vous doutez bien que ce référencement des activités va conduire forcément à des débats à l'intérieur même de la profession, puisque selon la nature même des entreprises, on ne va pas forcément confier le même type d'activité. Donc, il faut bien avoir en conscience qu'un référentiel, c'est un compromis. Un compromis. Il n'y a pas grand-chose entre les grandes unités, les grands groupes et puis les petits indépendants. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas confier le même type d'activité. Et dans l'appareil de formation qu'ont les grands groupes, on va avoir aussi d'autres logiques qui vont, en termes de promotion de carrière des salariés. Mais dans ce travail, c'est un travail rigoureux autour du référentiel d'activité professionnelle, va donner lieu à la deuxième brique de construction, qui est la brique de certification. En d'autres termes, on va maintenant répondre à une autre question. Quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour pouvoir remplir les activités qui vont être données à ce détenteur de cette certification? Donc, on va identifier ces compétences et évidemment, avec les compétences infra, les compétences opérationnelles. Donc, ce travail de compétences, évidemment, va mobiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre de savoirs, puisque par définition, les compétences, c'est un ensemble de ressources, et dans les ressources, il y a des savoirs. C'est pour ça que parler de compétences sans savoir, ça n'a pas de sens. Donc des savoirs qui vont être mobilisés, et donc les savoirs associés vont faire forcément partie du troupeau. Et la dernière, bien évidemment, c'est qu'on va voir dans quelle mesure, selon quel type d'épreuve, on va venir certifier l'acquisition de ces compétences. D'accord ? Donc l'épreuve certifie l'acquisition de compétences qui sont elles-mêmes de nature à enseigner le fait que l'individu est en mesure de remplir les activités qu'on va lui confier. Voilà le cheminement complexe. Aujourd'hui, il y a une volonté de France Compétences et des différents ministères de travailler à une homogénéisation ou une harmonisation de la construction de ces référentiels. Et force est de constater, il suffit de les lire, que les référentiels, au fur et à mesure des années, ont été conçus de façon un petit peu différente. Ils ne sont pas toujours très clairs. Ils n'utilisent pas toujours la même sémantique. Donc là, l'objectif, c'est non pas d'uniformiser, mais c'est d'harmoniser ces référentiels pour qu'ils puissent parler à la fois, parce que c'est un outil de formation également, qu'ils puissent parler à ceux auxquels ils se destinent, c'est-à-dire les enseignants qui vont devoir les mettre en œuvre, mais en même temps que les jeunes et les familles puissent s'y référer éventuellement, sachant que je ne suis pas immédiatement convaincu que ce soit leur livre de chevet. Mais, quoi qu'il en soit, un travail d'harmonisation qui est fait. Alors, à partir de tout ça, ce travail d'harmonisation ne va pas se faire seulement dans un cadre qui est identifié comme la rédaction du référentiel, mais on nous demande évidemment d'écrire tout ça en bloc de compétences. Pourquoi en bloc de compétences ? Parce qu'il y va y avoir un travail de mise en correspondance des certifications les unes avec les autres. Et nous sommes engagés, j'ai engagé avec la direction générale,
d'enseignement scolaire, un rapprochement très fort avec les autres opérateurs, les autres certificateurs, de façon à ce qu'il y ait des correspondances avec les différents ministères. On l'a fait avec le ministère de la Défense sur un certain nombre de blocs de compétences, c'est-à-dire il y a un travail de correspondance qui est fait, tout simplement parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la notion de parcours a ceci comme conséquence, c'est qu'elle a un décloisonnement spatial temporel. Eh bien, il y a un décloisonnement aussi entre les certifications. Supprimer les séries d'enseignement général, c'est juste un décloisonnement. Travailler la seconde famille de métiers en seconde, c'est un décloisonnement. Les parcours mixtes, c'est un décloisonnement. C'est tout simplement lever un certain nombre de contraintes qui figent les parcours et qui vont permettre de passer, évidemment, d'un diplôme à un titre, à un CQP, et qui seront reconnus dans tous les cas de figure par la profession. C'est la raison pour laquelle il y a actuellement en travail systématiquement avec mes équipes et la direction générale une mise en correspondance des travaux que nous faisons en termes de diplôme avec les autres ministères certificateurs. Je travaille avec l'AFPA, je travaille évidemment avec la profession sur les 40 CQP pour faire en sorte qu'on ait à terme évidemment des correspondances qui permettent de passer d'un système à l'autre. Donc, les rénovations qui ont été engagées, bien évidemment, la mention complémentaire sommellerie, elle a été conduite, et je remercie Philippe et Mathieu pour avoir piloté tout ça, et elle a été conduite, mise en œuvre. Mais le travail a été engagé aussi avec les autres mentions complémentaires. Nous avons lancé les travaux, la note évidemment d'opportunité a été présentée pour la mention complémentaire cuisinier en dessert de restaurant. Le travail a été lancé lundi dernier. Donc, ça y est, le groupe est parti. Le travail sur employé barman, la note d'opportunité a été présentée également. Le travail sera lancé lundi qui vient. Vous avez la mention complémentaire cuisine allégée. Celle-ci, elle est abrogée tout simplement parce qu'à partir du moment où on a intégré le guide des cuisiniers de demain, il a été clair que le contenu de cette cuisine allégée, de cette mention complémentaire, va se retrouver en quasi-totalité dans les différentes certifications. Il n'y avait pas plus lieu donc de maintenir cette mention complémentaire. Ça a été voté à l'unanimité par la commission professionnelle consultative. Je rappelle que dans la commission professionnelle consultative, ce sont les professionnels qui décident. Ce n'est pas l'inspecteur général. L'inspecteur général, il est le chef de projet, mais je n'ai pas voix délibérative. C'est-à-dire je présente le projet, et si la profession n'est pas d'accord, elle n'est pas d'accord. Mais l'avis conforme, c'est un avis conforme par la profession. Évidemment, avec tous les ministères, tels que je vous ai énoncé tout à l'heure. Et vous avez eu un certain nombre de diplômes que j'ai présentés en CPC. En fait, je les ai tous présentés, mais il y en a un certain nombre qui ont été reportés immédiatement. L'idée, c'était, comme ils arrivaient à terme, il fallait, vous savez que la loi de 2018 nous impose de revisiter tous les 5 ans la totalité de nos diplômes. C'est énorme, en ministère de l'Éducation nationale, nous en avons 500. Donc là, j'ai présenté 2 mentions complémentaires et les BTS tourisme et management en hôtellerie-restauration pour un réenregistrement en l'état au RNCP. Donc ça a été fait, ça a été voté, donc ils sont repartis pour 5 ans. Maintenant, ce qui ne veut pas dire qu'on n'engagera pas forcément une révision d'ici là si on estime que ça doit être revu. Mais c'est la profession qui va estimer que ça doit être revu. Les BTS, ils y sont très attachés. J'estime que c'est une belle réussite, donc il n'y a pas de raison qu'il soit revu tout de suite. Même si j'estime qu'il y a un certain nombre d'éléments de simplification qui auraient pu être apportés. Donc le travail en mise en correspondance, je ne reviens pas. Et bien évidemment, il nous reste les 2 baccalauréats professionnels. Alors les 2 baccalauréats professionnels, vous doutez bien que c'est une réforme, c'est la réforme de fond. C'est la réforme de fond parce que c'est les deux gros flux. C'est les 2 gros flux de jeunes sous statut scolaire dans les métiers de la restauration. Et dès lors, la réflexion est importante. Elle est importante parce que ça s'inscrit dans un cadre compliqué pour les branches professionnelles. Hier, quand j'intervenais dans le secteur de l'alimentation et dans le CGAD, devant la CGAD, donc il n'y avait pas que l'alimentation, il y avait aussi la restauration, l'hôtellerie-restauration. Il est clair que l'une des questions que se pose par exemple le secteur de l'alimentation, c'est quel type, par exemple les boulangers, quel type de formation post-bac on va pouvoir construire, sachant que la demande des jeunes pour la poursuite d'études est très forte. Et là, je voudrais insister sur un point particulier.
Lorsque nous avons auditionné les étudiants de l'enseignement supérieur, qu'il s'agisse de l'université, les classes prépa, BTS, et nous avons été voir également les jeunes des bachelors, pas les bachelors universitaires de technologie. Vous savez que les bachelors universitaires de technologie sont des licences professionnelles qui portent ce nom à partir du moment où elles sont portées par un IUT. Mais les bachelors notamment privés, et nous avons auditionné les jeunes qui, y compris en dernière année, au bout de 3 ans, étaient en apprentissage. Les 2 tiers d'entre eux demandent à poursuivre les études. Et je voudrais que vous soyez bien conscient d'une chose, c'est que si pendant longtemps, on a estimé que l'horizon d'une formation, c'était l'insertion professionnelle, aujourd'hui, l'insertion professionnelle est perçue avant tout par les jeunes et les familles comme un élément de sécurisation des parcours. En d'autres termes, une formation qui peut se prévaloir, comme le cas des bachelors, d'une double finalité d'insertion et de poursuite d'études, est prisée par les jeunes. C'est un élément de sécurisation des parcours. Les bachelors, vous vous doutez bien, communiquent à la fois sur cette double dimension, poursuite d'études, insertion, mais également sur 2 autres dimensions, la dimension réticulaire, c'est-à-dire nous sommes en réseau, hein, mais en même temps, voilà pourquoi la question des campus est importante pour nous. C'est une approche réticulaire, c'est une mise en réseau d'acteurs, et c'est assez sensible. What? C'est la fin, c'est une tentative, hein, ça, je t'ai repéré, client. Hein. Oui, oui. Vous m'entendez là? Oui. Donc, de toute façon, j'arrive à la conclusion. Hein. Donc, je ne sais même plus ce que je disais. Oui, les bachelors. Il communique sur 4 dimensions. J'ai évoqué l'insertion et la poursuite d'études, et évidemment l'approche réticulaire. Et là, je fais une insiste sur les campus qui sont des éléments sur lesquels il faut peut-être capitaliser, encourager, tout simplement, parce que c'est une mise en convergence d'acteurs qui ne sont pas forcément tous mus par une même logique de fonctionnement, mais en même temps, il s'agit de faire en sorte qu'on puisse tracer de nouveaux parcours. Et bien évidemment, la dernière dimension, c'est la dimension internationale, projection à l'international qui plaît également. Donc tout ça pour dire que nous sommes dans un moment où nous avons des évolutions extrêmement significatives qui touchent l'ensemble de l'appareil de formation, quel que soit encore le niveau de régulation. Moi, je vous engage en tant qu'acteur du système à prendre connaissance des travaux qui sont aujourd'hui conduits. Alors évidemment, il y en a une foultitude, mais à ne pas rester en dehors de cette connaissance des évolutions. Alors bien évidemment, vous avez les rapports de l'inspection générale qui sont un matériau nécessaire. Et quand vous regardez le programme de travail de l'inspection générale, qui n'est qu'une partie du travail de l'inspection générale, qui est saisie tout au long de l'année, ben vous avez quand même un certain nombre d'éléments qui vous alertent sur les évolutions qui sont actuellement en cours dans l'appareil de formation. Et que ces évolutions, ben vous allez les retrouver dans toutes les rénovations que vous allez devoir mettre en œuvre, quel que soit le niveau que ce soit, que vous soyez, c'est-à-dire en tant qu'enseignant, en tant que DDF, en tant que chef d'établissement, en tant qu'inspecteur, eh bien, vous aurez accompagné ces évolutions. Alors, pour pouvoir les accompagner, encore faut-il que vous soyez au clair avec le pourquoi, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles on fait évoluer tout cela, c'est-à-dire les raisons profondes sur lesquelles je viens de revenir. Et puis le pourquoi, en 2 mots, c'est-à-dire quels sont les effets qu'on entend produire sur les apprentissages, sur les parcours, sur les pratiques professionnelles et pédagogiques, et bien évidemment, à terme, sur la question de l'insertion dans la société des jeunes. Voilà, j'en ai fini avec ce changement de micro. Je vous remercie pour votre attention, puis je suis prêt à répondre à vos questions. Bonjour, merci. Sonia Merveille, prof de cuisine en Auvergne. Je me posais simplement une petite question. Vous avez fait une belle présentation et je n'ai pas vu les STHR. Est-ce
Vous n'avez pas parlé dans... Je sais que ça a été rénové récemment, mais voilà, tout simplement. Merci. STHR, c'est mon bébé. Voilà, tant mieux. C'était la dernière ligne. C'était la dernière ligne. Alors, STHR mérite une, comment dire, une petite explication. Donc, sciences et technologies, l'hôtellerie-restauration, c'est la voie technologique pour l'hôtellerie-restauration. Vous doutez bien que STHR est coincé aujourd'hui entre une voie professionnelle pour laquelle nous avons, et je suis l'auteur des familles de métiers, donc je sais de quoi je parle, pour laquelle nous avons en classe de seconde, pour les 2 baccalauréats, une seconde famille de métiers où nous travaillons 2 spécialités. La cuisine et la salle, le restaurant. Et que STHR, nous l'avons conçu à l'époque, lorsqu'on a commencé en 2015 le lancement de la seconde, nous l'avons conçu pour faire en sorte que les 2 dimensions du service, c'est-à-dire le restaurant et l'hébergement, n'apparaissent pas en tant que tels. On parle de service. D'accord ? Donc en gros, on en a 2, on a STC, STS. Ce qui veut dire que, pour un prescripteur en orientation, faire le distinguo entre la voie pro et la voie techno devient difficile, d'autant plus difficile que vous avez des stages dans les 2. Or, les stages, c'est la traduction d'un concept qui est l'alternance. En d'autres termes, la reconnaissance que l'entreprise est un lieu de formation. Et les stages, il n'y en a pas dans d'autres séries technologiques. La STHR est la seule série à avoir des stages. Or, la réforme du lycée professionnel conduit à mettre en place des périodes de formation professionnelle, en milieu professionnel, qui vont être rémunérées. Vous vous doutez bien que ça va forcément, dans un contexte difficile pour les jeunes et les familles, ça va avoir un impact. Il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir qu'il y aura un impact sur le choix qui sera fait en fin de collège. Mais ça, je ne peux pas le savoir à l'heure actuelle. Quoi qu'il en soit, cette série tient, ça représente à peu près 7000 élèves, hein, donc cette série tient le choc, malgré la mise en œuvre de la réforme du lycée, qui a eu, vous le savez très bien, des répercussions sur, évidemment, les flux vers l'enseignement technologique, puisque la série STI 2D, les séries STL ont perdu de façon très importante des effectifs. STHR s'est maintenu, mais néanmoins, elle est aujourd'hui coincée avec des baccalauréats professionnels dont le mode opératoire aujourd'hui se rapproche d'autant plus que la suite du parcours en STHR, c'est un BTS, et que les bacs pro sont aussi encouragés à aller en BTS. Alors je compte beaucoup, moi, sur le fait qu'on réforme les 2 bacs pro sur une dimension professionnalisante. Et je compte beaucoup aussi sur les certificats de spécialisation auxquels la ministre est attachée aujourd'hui, qui vont peut-être permettre de donner un caractère professionnalisant et d'insertion plus fort que les actuels baccalauréats professionnels. Mais pour l'heure, effectivement, vous avez raison de souligner que STHR est positionné sur un segment fragile, tout simplement, parce que d'un côté, vous avez une voie professionnelle qui se développe selon des modalités et qui bénéficie d'un discours porté par l'institution, ce qui n'est pas forcément le cas de la voie technologique, et qui bénéficie d'une information en collège, ce qui n'est pas le cas pour STHR, puisque la voie technologique, on l'a montré dans le rapport thématique, l'orientation de la 4e en master, n'apparaît quasiment jamais. On parle de la voie professionnelle, on parle de la voie générale, mais on ne parle pas de la voie technologique la plupart du temps. Donc vous avez raison de me rappeler à l'ordre sur le sujet. Bonjour, je suis professeure de commercialisation et services en restauration à Dijon. Vous évoquiez la critique du monde professionnel des métiers de l'hôtellerie-restauration auprès des ministères, qui ne retrouvaient pas forcément les compétences que le lycée professionnel était censé délivrer dans sa formation. Donc, ce qui a amené à une question: en quoi les formations initiales sont conformes aux attentes du monde professionnel ? Moi, ça m'a évoqué une autre question. En quoi les entreprises de l'hôtellerie-restauration proposent-elles des conditions de travail, un environnement de formation conforme aux attentes des jeunes ? Est-ce qu'il n'y a pas là une interrogation quant à l'attractivité de cette formation ?
Et en quoi ces entreprises sont-elles formées et ont-elles conscience de leur rôle de formateur? Très souvent, enfin moi j'ai des jeunes qui partent au bout du premier stage, la seconde, et c'est très fragile parce que on n'a pas encore dans le monde professionnel conscience que que c'est l'école qui est transposée dans l'entreprise et qui a un rôle de formation. Souvent les professionnels attendent des jeunes qu'ils soient opérationnels. Donc ça fait beaucoup de questions. Et voilà, merci. Bien, vous êtes au Castel? Bon. Vous posez des questions qui sont centrales, mais en même temps qui sont généralement abordées de façon assez simpliste. S'il s'agissait simplement que de conditions salariales et conditions de travail, ça pourrait se régler. Je crains que le mal soit bien plus profond que cela. En d'autres termes, c'est carrément le rapport au travail pur, simple, parce que ça ne touche pas, loin s'en faut, que le secteur de l'hôtellerie-restauration. Alors, pour échanger régulièrement avec les représentants de ces branches et avec des acteurs eux-mêmes engagés, tout le secteur est confronté, malgré des innovations, des prises des mesures. Quand on travaille la question de la coupure, c'est assez redoutable. Quand on met en place des conditions salariales qui sont intéressantes, on prend en compte des déplacements. Bref, il y a un certain nombre d'acteurs qui font des choses sur la carte, sur les menus, tout ce que vous voulez, qui font des choses. Néanmoins, ils sont confrontés à cette difficulté. Vous avez raison lorsque vous dites que la profession a tendance, et je lui ai renvoyé aussi cette tendance hier dans mon intervention, à attendre des produits finis de l'école. Ce n'est pas l'objectif de l'école. L'objectif n'est pas, je l'ai dit, on n'a pas choisi une formation. On forme à travers le bac pro, on dote des éléments de base un jeune pour comprendre les contraintes de ces métiers, commencer à développer des techniques de base, et on attend de l'entreprise qu'elle poursuive ce travail, et donc qu'elle crée les conditions d'un apprentissage qui prenne la suite de l'école, et ainsi de suite. Généralement, dans le monde économique, on attend un produit fini qui soit déjà opérationnel. C'est un peu la même chose quand on recrute un enseignant, on voudrait qu'il soit opérationnel immédiatement. On sait très bien, vous êtes enseignant, vous êtes inspecteur, chef d'étation d'EDF, on commence à être vraiment en mesure de maîtriser son magistère au bout de quelques années. C'est pas tout de suite, donc il faut accepter quand même qu'il y ait une forme de maturation dans tous les métiers. Mais je crois sincèrement, pour en échanger, que la profession a pris conscience, a largement pris conscience du déficit. Hier, elle a pris un peu plus conscience encore, parce que, encore une fois, elle était persuadée que chez les cuisiniers, il n'y avait pas un déficit actuellement en termes de formation. Or, il y en a un. Il y en a un, y compris en cuisine. Les chiffres sont là pour parler, c'est tout simplement objectif. On peut dire tout ce qu'on veut dans son établissement, mais quand on a une vue macro, comme moi, on voit, quand on peut dire que dans les BTS, mon BTS fonctionne bien, mais quand au niveau macro, il y a 50 000 places vacantes en BTS, ça pose une question. Donc, votre question, oui, renvoie à la profession son rôle dans le processus de formation. En matière d'insertion, quid de l'insertion, qu'est-ce qui est fait pour pérenniser? Mais je crains que ça ne se limite pas seulement à des questions qui sont liées aux conditions de travail, au salaire. Ça, c'est lié aussi au sens que je vais mettre dans l'activité professionnelle qu'on va me proposer. Ça va être lié à d'autres éléments sur lesquels ils n'ont pas forcément beaucoup de marge de manœuvre. Et puis le rapport qu'on entretient tout simplement au mot travail. Il ne vous a pas échappé que pour certains, le travail n'est pas une vertu en soi, donc à partir de ce moment-là, ça devient assez compliqué. Mais vous posez une question assez centrale. Mais ça renvoie tout simplement aussi à la question de la relation emploi-formation. Ce n'est pas parce qu'il y a un emploi qu'il y a forcément une demande pour cet emploi. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'emploi qu'il n'y a pas forcément de demande pour le fait qu'il n'y ait pas d'emploi. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bonjour, Catal Moulet à Vauban, à Auxerre. Moi, je me reviens sur la problématique de la série STHR et du surflux en STMG. On a constaté depuis 2-3 ans, nous, une arrivée massive, presque un quart de la promotion de STHR chez nous est issue de jeunes qui ont été refusés en STMG, en première. Par défaut de place, les établissements étant pleins. On s'est interrogé avec notre inspectrice sur l'opportunité d'une vraie troisième voie techno qui serait management des services au sens plus large,
et pas simplement hôtellerie ou STMG. C'est-à-dire, c'est des choses à la limite et savoir si c'est des choses qui sont envisagées. Ça, c'était ma première question. La deuxième, c'est plus une remarque. Il y a quelque chose qui m'a profondément gênée hier, que j'entends régulièrement, c'est la façon dont les politiques, là on avait l'adjoint au maire de Dijon, vendent les bachelors privés sans évoquer leur équivalent dans l'enseignement public. Dans une animation dans quelque chose qui est financé par de l'argent public, dans une fac publique, c'est quelque chose qui me gêne profondément. La mise en avant des bachelors privés alors que leur équivalent existe dans l'enseignement public, c'est un discours que j'entends mais de plus en plus et qui me gêne de plus en plus profondément. Ça, c'était pour la remarque. Bien, alors je ne me prononcerai pas sur la remarque. J'ai aucun jugement de valeur à faire, mais c'est un constat que je partage. Mais il en va de même, en règle générale, quand on parle de l'alternance. Quand on parle de l'alternance, on parle régulièrement de l'alternance sous contrat de travail. On oublie tout simplement que toutes les formations professionnelles, y compris scolaires, sont alternées, toutes sans exception. Donc j'apprécierais, quand on parle d'alternance, qu'on parle de l'alternance des formations et de toutes les formations, et pas seulement de certaines d'entre elles. Concernant votre première question, le souci que nous avons, et c'est un souci partagé par la profession, c'est que c'est sans doute l'un des secteurs où il y a le plus de certifications. Nous avons, je vous l'ai dit, nous avons 21 diplômes dans ce secteur de l'hôtellerie-restauration-tourisme. L'un des défauts du système, c'est qu'au sortir du collège, j'ai eu l'occasion de le dire, il y a 300 spécialités dans l'enseignement professionnel. Il y en a à peu près 200 pour les CAP et une centaine pour les bacs pro. Ce que l'on observe, c'est qu'à cette extraordinaire diversité de certifications, diversification des parcours, répond une extraordinaire concentration de la demande sur quelques formations seulement. Vous savez que les 2/3 des jeunes qui, au sortir du collège, se destinent au service, les 2/3 des 310 000 jeunes qui vont intégrer une formation du secteur des services sont dans 3 baccalauréats. Alors évidemment, gestion administration devenue Agora, commerce et ASSP. Vous douterez bien que là, on a une difficulté. Est-ce que ces formations sont en lien avec le monde économique? Certainement pas. Les flux sont tels qu'ils répondent à d'autres référents, comme l'aménagement du territoire, comme la volonté de rester dans l'appareil de formation, sur des formations qui ressemblent un petit peu ou prou à quelque part l'enseignement général. Mais la précaution à prendre, c'est de ne pas multiplier ces éléments de diversification. Donc créer encore avec STHR, c'est un petit flux STHR, qui est confronté à un très gros flux. STMG, c'est 170 000 jeunes. C'est colossal. C'est colossal, c'est 170 000 jeunes et c'est présent, je vous dis, dans 60% des établissements en France. Donc effectivement, vous avez une vraie problématique de ce type-là. Ça ne veut pas dire qu'à terme, on ne fera pas évoluer STHR, mais qu'en tout cas, la profession s'interroge sur une multiplication de certifications qui peu ou prou auraient les mêmes finalités. Alors, il y a deux façons d'y répondre. Soit on en supprime, soit on redonne aux formations leur finalité première. Et le baccalauréat professionnel, à mes yeux, comme finalité, comme son nom l'indique, une insertion professionnelle, d'autant plus que dans ce secteur d'activité, il y a de l'insertion à ce niveau 4. Donc il y a une réflexion qui va être conduite avec les professionnels, avec le monde professionnel, pour voir dans quelle mesure on fait évoluer toutes ces certifications. STHR fera partie, à un moment ou à l'autre, de cette réflexion. Mais c'est une formation qui répond à un enjeu très particulier. C'est que l'idée, c'est de construire des parcours sur 5 années, dès le second cycle de l'enseignement supérieur, avec une poursuite dans l'enseignement supérieur en BTS, parce que, contrairement aux autres secteurs, aux autres industriels et autres, nous n'avons pas de département d'IUT, nous n'avons pas de licence, nous sommes donc condamnés, non pas condamnés, mais en tout cas conduits à faire en sorte que l'alimentation des BTS ou la poursuite d'études des STHR se fasse essentiellement en MHR. Donc il y a une réflexion de fond.
peut-être la dernière question. Bonjour. Vous avez beaucoup parlé d'insertion professionnelle. Moi, je suis néo-titulaire, enseignante en services et commercialisation. J'ai été affectée dans un EREA. Et je me pose beaucoup la question sur quel est l'avenir de mes élèves en situation de handicap. Et j'ai une autre question qui concerne l'actualité, qui est le pacte. Quels sont les tenants et les aboutissants de ce pacte qui a été mis en place cette année ? Pour la dernière question, vous me réservez quelque chose d'assez égaux. Alors, quel est l'avenir des jeunes qui sont dans l'enseignement adapté ? Je veux dire, l'avenir des jeunes qui sont dans l'enseignement adapté, c'est bien évidemment de pouvoir envisager une réussite dans un parcours, y compris professionnel. Là, vous touchez du doigt tout simplement la question dont je parlais tout à l'heure, la question de quel accompagnement parle-t-on et de quelle formation s'agit-il lorsqu'on évoque la question de cette formation professionnelle. Nous avons montré, dans le rapport thématique, nous avons rendu hommage aux EREA. Si vous lisez l'une des préconisations du rapport thématique que j'ai piloté de l'orientation de 4e au master, nous avons demandé à ce qu'en termes d'accompagnement, on s'inspire de ce qui se fait en termes de suivi dans les EREA. Donc en d'autres termes, le travail qui est fait, non seulement nous l'avons reconnu, mais nous demandons même qu'on copie dessus, tout simplement parce qu'il y a un suivi extrêmement précis, extrêmement précieux. Donc concernant l'avenir, je n'ai pas de réponse en tant que tel. C'est-à-dire c'est un accompagnement qui se fait entre le second cycle de l'enseignement secondaire et le premier cycle, un accompagnement qui est déjà largement mis en avant par les EREA, et ça se passe plutôt relativement bien. La question est en revanche différente. C'est ensuite comment ça se passe. C'est-à-dire dans quelle mesure on prend en compte, dans le cadre d'une différenciation pédagogique qui soit faisable, parce que je rappelle qu'en CAP, vous avez des élèves qui viennent de l'enseignement adapté, vous avez des élèves allophones, vous avez des élèves qui sont en situation de handicap. Pour les enseignants, c'est extrêmement difficile en CAP. C'est la raison pour laquelle, dans le rapport Calvez-Marcon, nous avons fait une proposition qui a été retenue par le ministre, c'est de moduler le temps de formation CAP, c'est le CAP 1, 2, 3. Donc voilà, donc pour répondre à cette première question, c'est évidemment un travail qui doit être fait de proximité pour permettre de moduler le temps de formation pour des jeunes qui ont suivi un enseignement adapté. Pour la deuxième question du PAC, je ne m'étendrai pas longtemps dessus. L'idée, c'est effectivement de permettre, au-delà des considérations de valorisation financière, de rémunération des enseignants, de prendre en compte un certain nombre d'actions visant à permettre l'accompagnement. Donc c'est un choix politique qui a été fait. Il ne m'appartient pas de le commenter. Donc voilà, ça se met en œuvre dans les académies en fonction des briques qui vous sont présentées, en fonction du discours qui est tenu par les recteurs et les chefs d'établissement. Mais ça va dans le sens d'une prise en compte d'activités qui sont nécessaires en termes d'accompagnement et d'une volonté de revaloriser de façon assez significative les enseignants. Mais je n'irai pas au-delà de cette réponse. En tout cas, voilà, je vais laisser la place. Je voulais simplement vous remercier pour votre écoute attentive et puis je vous souhaite le meilleur, une excellente continuation aux entretiens François Rabelais. Merci à vous.